Salut à tous, bienvenue dans cet 10e épisode du Léo Rugby Club et on est au complet. Salut Ludo. Salut. Salut Damien. Salut Léo. Alors, on est le 8 février 2017, on va faire, comme prévu la semaine dernière, un petit débriefing plutôt de France-Angleterre, enfin d'Angleterre-France, il faut faire dans le bon sens, puisque ça fait partie de ce qu'il faut retenir du week-end qui est passé. Et puis qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière surtout. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais on va reparler beaucoup cette fois-ci encore. On va bien sûr commencer donc par ce qu'il faut retenir de ce week-end en faisant ensuite un zoom sur Angleterre-France. Et la petite surprise, parce que je l'ai annoncé avant de démarrer le podcast pour vous deux, c'est que j'ai fait un petit quiz. Oh purée. Et donc on va savoir qui de vous deux s'y connaît. Alors il n'y a que 5 questions. C'est un quiz sur quoi? Ah ouais, voilà. 5 questions sur le rugby. Oula, rugby en général. Tous les rugby. Ça peut être costaud. Voilà, la carte postale de cette semaine par Damien s'étend. Et c'est en Algérie. Alors il dit qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais je suis sûr qu'il y a des choses à dire, j'en suis certain. Oui, mais alors beaucoup de choses sur ces 3 dernières années seulement. Voilà. Allez, on vous expliquera pourquoi. Sur ces 7 dernières années, parce que ça commence en 2010 plus. Ouais. Voilà. Ensuite les billets d'humeur des chroniqueurs, et puis quoi suivre le week-end prochain, mais ça va se résumer encore une fois à beaucoup de 6 nations. Mais pas que. Voilà, mais pas que. Allez, on va commencer immédiatement par ce qu'il faut retenir de ce week-end. Alors, ce week-end, c'était le tournoi Destination. Oh, sans blague. Alors, je vais pas commencer par Angleterre-France. Il y avait aussi des matchs à rattraper, des choses comme ça. Non, tournoi destination pour tout le monde. Voilà. Mais d'abord, il n'y avait rien d'autre. Il y avait autre chose. Non, il y avait d'autres choses dans d'autres rugby, mais on va commencer par le plus gros, effectivement. C'est ça, on va commencer par ça. D'abord, notamment parce qu'il y a 2 tournois Destination, il y a chez les hommes et chez les femmes. Et chez les jeunes. Et chez les jeunes, mais j'en parle pas, les jeunes, on s'en fout. Parce que je parle de ce qu'il faut retenir de ce week-end. Et surtout, faut oublier les jeunes, puisque vu la tollée qu'ils sont pris contre l'Angleterre. Justement, c'est peut-être ça aussi l'information, c'est que même chez les jeunes, il n'y a pas vraiment d'espoir, malheureusement. De relève. C'est ça qui m'embête en fait un petit peu. Voilà, c'est juste pour dire le petit mot sur les jeunes, c'est que là j'étais autant on peut parler, on va gloser beaucoup sur la défaite de l'équipe de France, mais alors le 15 de France des moins de 20 ans, je peux te dire que malheureusement il y a rien justement, il y a rien à en dire, il y a pas grand-chose à sauver. Maintenant qu'on a évacué ça, allons-y pour les seniors. Alors, les tournois destination masculins. Alors, pour commencer, Italie, Pays de Galles, ça va être le dimanche 7-33. Oui, l'Italie a tenu une mi-temps. Je dirais même n'a tenu que 30 minutes. Ils ont marqué une mi-temps. Alors, un essai. Voilà, un essai. Et puis ils sont pris 33-0 en deuxième mi-temps. Et ils ont cueilli les Gallois à froid, quoi. C'est exactement ça. Tu plantes l'essai, tu te dis que le match est gagné. Le match était gagné. Mais bon, après, c'était plutôt prévisible comme résultat, faut se l'avouer. Oui. Et ensuite, Écosse-Irlande. Là, c'était par contre une surprise, puisque l'Écosse a battu l'Irlande je vous l'avais dit. À domicile, 27-22. Oui, c'est vrai. Je vous l'avais dit que ça pouvait être l'équipe surprise. Après, c'est à domicile. On va voir la réaction de l'Irlande suite à cette défaite à l'extérieur. Voilà. Moi, c'est ce que je pointe aussi, c'est que l'Irlande a eu quand même pas mal de cafouillages. Il y a eu beaucoup de fautes, de fautes de main, de passes ratées, d'essais loupés justement, qui étaient tout cuits. Mais ça n'enlève rien à l'Écosse qui a formidablement bien joué aussi et qui a été très costaud. Et qui a exploité. Pour une fois, ils ne se sont pas effondrés au bout de la deuxième partie de deuxième mi-temps parce que généralement ils s'effondrent au bout d'un moment. Et c'est l'inverse. Ils ont vraiment exploité toutes les failles des Irlandais et ils en ont beaucoup commis finalement de ces quelques petites erreurs de jeu. Oui. Et ça a profité à des Écossais qui en plus de ça ont lancé quelques petites phases de jeu sympas. T'as la fausse pénale touche qui devient un essai. C'est marrant, ça fait pas un match entier évidemment, mais c'est marrant à regarder. Tu te dis ils y ont pensé alors qu'on est genre aux 2 tiers du match, quelque chose comme ça. Donc non, je trouve ça très très sympa et je vous avais dit que c'était l'équipe à suivre, pas forcément les gagnants évidemment, mais qui pourrait se retrouver à être les kingmakers. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'aucune équipe n'est en place en fait. Pour le moment, c'est assez... Là, c'est vraiment les rodages. Voilà, c'est homogène dans le rodage, en fait. Ouais. Très bien. En tout cas, effectivement, l'autre résultat, bien sûr, mais on y reviendra après, puisque ça sera notre dossier de tout à l'heure, c'est Angleterre-France. Donc l'Angleterre bat la France 19-16. Et comme cette année, le tournoi destination met en place ce système de bonus, ça fait bonus défensif pour l'Irlande et bonus défensif pour la France, ce qui fait qu'au classement, Pays de Galles en tête, 4 points, Écosse 4 points, Angleterre 4 points, France 4e 1 point, Irlande 5e 1 point et Italie dernière avec 0 point. Ensuite, tournoi destination féminin.
Et là, alors là, j'ai vu le match Angleterre-France. Beaucoup de regrets. Hein. Non, c'est plutôt une rouste parce que elles ont mené quasiment 13-0, c'était pas 13-0, mais je crois que c'était genre 3-13 ou un truc comme ça. Et puis l'Angleterre a foutu un 23-0 en deuxième mi-temps. À un moment donné, elles se sont lâchées, quoi. Ah, mais c'était une cata au niveau de l'équipe de France parce qu'elles se sont pris la vague complète alors qu'elles ont très bien démarré le match. Elles ont marqué un essai en interception au bout de 5 minutes et elles se sont effondrées en deuxième mi-temps. Ça fait très très mal. C'est simple. 13-0 pour les Françaises à la mi-temps, 26-0 à l'autre mi-temps. C'est impressionnant. Comme une c'est le double. Voilà, elles ont pris le double dans le deuxième mi-temps et voilà, donc rien ne sert de démarrer trop vite, il faut finir à point. C'est pas du tout une expression connue. On dirait du Proust. C'est du Léo. Désolé. C'est du Léo Proust. C'est du Léo Proust. C'est très bien. Vous le connaissez pas, nous non plus. Voilà. Moi non plus. Autre résultat, donc... victoire des Irlandaises. Écosse, Irlande 15-22, bonus offensif pour les Irlandaises à l'extérieur. Donc là, par contre, c'était la hiérarchie habituelle. Et puis, Italie, Pays de Galles, 8-20. Et les filles ont marqué un point de plus que les mecs. Mais on dirait qu'on se retrouve un peu sur les mêmes tendances, au final, masculine, féminine, à part pour l'Écosse et l'Irlande. Oui, c'est à peu près les mêmes hiérarchies, même même si la France a été très décevante, puisqu'elles ont fait le Grand Chelem l'année dernière. Donc, c'est quand même décevant de démarrer. Alors, après, c'est en Angleterre, donc c'est toujours plus compliqué. Mais c'est toujours décevant de démarrer par une défaite, alors qu'on a fait le Grand Chelem l'année d'avant. Classement chez les femmes, première journée, Irlande 5 points, Angleterre 4 points, Pays de Galles 4, Écosse 1, Italie 0, France dernière avec 0 points. Est-ce qu'on juste un dernier petit mot sur les moins de 20, comme ça on évacue. Défaite rouste des Français, 59, on n'a pas donné les scores, 59-17 c'est horrible. Des Anglais, c'est absolument horrible. Victoire des Gallois face aux Italiens, 5-27, donc c'est encore moins bien chez les seniors. mais il y a jamais moins, enfin je veux dire, c'est toujours moins que 10 points, c'est assez affreux. Et victoire des Irlandais, des jeunes Irlandais sur les Écossais, mais alors 20-19. Et là, donc, du coup, un poil finalement, c'est pas si mal. Là, on peut vraiment dire que c'est une défaite honorable pour les Écossais, parce qu'un point, oui, c'est rageant, mais enfin, c'est quand même pas si mal que ça. Pas faux. Allez, bonus défensif pour l'Écosse. Voilà, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, tous les 3 premiers avec 4 points, et le reste, hop là, emballé, c'est pesé. Yes, ensuite, on reviendra sur Angleterre-France, donc lors de notre dossier. Autre résultat du week-end, Fédéral 1 poule élite 16e journée. Il faut retenir surtout la victoire de Tarbes sur Auch, puisque Tarbes re-rentre dans le top 5 avec 32 points. Sinon pour le reste, résultat qui suit la hiérarchie globalement. Donc Bourg-en-Bresse toujours en tête, 41, Massy égalité 41 points deuxième, Aix-Marseille 38, Nevers 34. Match en retard, Ligue Celtic, 13e journée, Édimbourg a perdu à domicile contre le Munster 9-10, donc bonus défensif pour l'Édimbourg, ce qui fait que le Munster reprend la tête de la Ligue Celtic avec 50 points devant les Ospreys, Leinster 3e, Glasgow 4e, Édimbourg reste à la 9e place. Allez. Et donc, tu as raison, America's Rugby Championship, ce sont le tournoi américain. Enfin, américain en gros, parce qu'il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud. En fait, on mélange les deux. C'est vraiment le tournoi des Amériques. C'est ça. Avec donc. Alors, on va voir si le pro rugby a eu un effet ou pas sur les Eagles américains. Ça en fait un petit effet quand même. Voilà. Ils ont battu les Uruguayens 29-23. 29-23. Après, derrière, il y a aussi le Brésil qui est généralement plutôt pas mal dans ce genre de tournoi. Victoire contre le Chili 17-3. En même temps, le Chili, c'était pas trop compliqué. Et puis, on a droit à l'équipe B de l'Argentine. Auparavant, c'était les Jaguares directement. Maintenant, c'est l'équipe B. C'est l'Argentina 15. Argentina 15, d'ailleurs, en espagnol. Deci5. Moi, je connaissais Quindici parce que c'est voilà, en italien, fatalement. Avec une victoire assez facile contre le Canada. Non, Canada. N'importe quoi. Au Canada, 20-6. Voilà pour les scores. Et donc, l'équipe a fait son petit reportage d'ailleurs sur le championnat des Amériques en faisant une sorte de compte rendu finalement du match de la victoire des USA contre l'Uruguay 29-23 qui se déroulait à San Antonio dans un climat très très britannique avec justement pas mal de crachins et une météo assez affreuse justement et 4000 personnes qui ont quand même fait le déplacement à San Antonio plein milieu du Texas, là où c'est pas trop le terroir du rugby. Ce serait plutôt la Californie à la rigueur ou au contraire le nord-est, tout ce qui est autour de Boston. Mais alors le Texas c'est absolument pas le terroir rugbystique américain. Ils étaient quand même 4000 à regarder le match. C'était pas mal. À venir dans les tribunes. Ouais.
J'en ai fini avec le 15, j'avais pas d'autres résultats, on va... Si, oui, j'ai un troll, si, il y a les demi-finales de la Coupe anglo-galloise. Oui, je sais, ça n'intéresse personne. Non, si, juste pour... On a dit que la rubrique, ça va être ce qu'il faut retenir du week-end et tu rajoutes des résultats, franchement... Si, les demi-finales, ce sera Saracens contre Leicester et Exeter contre Harlequins. Il y a quand même les Saracens. Histoire d'eux. Super. Alors... Ah non, mais s'ils ne vont pas gagner le championnat, ça leur fera un truc en plus. Oui, voilà. Eh oui. Ils préparent l'avenir. Enfin, en tout cas, le Tout à fait. très court terme, on dira, on va pas gagner. On s'en fout, quoi. Bon, allez. Bon, rugby à 7, Sydney Seven, hommes et femmes. Il l'attendait, c'est pour ça que je fais durer le plaisir. Hommes et femmes ce week-end. On va commencer par les hommes. Donc, lors de ce tournoi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, l'Afrique du Sud et l'équipe en forme du moment, puisqu'ils ont ils ont remporté leur 3e tournoi sur 4 de la saison. Médaille d'or face à l'Angleterre. Ils ont battu l'Angleterre en finale 29-14. Ce qui donne l'Afrique du Sud largement en tête du classement des World Series. Médaille d'argent, donc l'Angleterre, qui est plutôt régulier cette saison. C'est une équipe assez forte cette saison. Intéressant. Après être passé un petit peu à côté aussi. Oui, surtout après une domination l'année dernière des Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Donc plutôt les nations du Sud, c'est bon de voir une nation du Nord rivaliser avec les nations du Sud. Ensuite, médaille de bronze, eh bien, c'est la Nouvelle-Zélande qui bat l'Australie 29-14. Donc encore une 3e place pour la 2e fois de suite pour les Néo-Zélandais après leur tournoi de Wellington, qui était plus que vide, on en a parlé la semaine dernière. Et là, c'était un petit peu plus rempli. Ah non, c'était même beaucoup plus rempli. Pourquoi ? Alors, on vous dit ça parce qu'en fait, samedi matin, on est allé à un café, et dans le café, on a vu un match en live sur Canal Plus Sport, je crois que c'est ça, et on a vu le stade vide. Tu sais pourquoi c'était vide ? Dis-moi. Le même jour, c'était les phases finales du tournoi féminin. Donc les mecs, ils avaient le choix entre phase de poule homme, phase de finale féminine. Ils ont choisi phase finale féminine parce qu'il y avait stade rempli pour les filles. Donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, c'était stade plein. Il y avait 40 000 personnes quand même. C'était assez rempli par rapport à... phase finale homme. À Wellington, c'était très très vide. Alors à Sydney, Wellington, c'est combien la mayonnaise a pris. C'est combien il y en avait ? Allez, vas-y, fais-moi peur. Je crois que c'est 1000. 1000 ? C'est pitoyable. Je m'attendais à quelque chose entre 5 et 10 000. Ouais, voilà, au moins. 1000, non, enfin, j'imagine pas une seule seconde. Mais c'est plus que vite quand même. Voilà. Que faut-il encore retenir d'autre ? La France a fini 10e, ce qui est extrêmement décevant. Je vais être assez dur avec l'équipe de France. Alors moi, à un moment j'ai eu un débat samedi sur Twitter pour discuter autour de cette 10e place, sachant que... des gens disaient ouais mais c'est l'équipe Vakatawa ça manque pas. Je rappelle que une équipe est bien meilleure avec tous ses atouts que sans ses atouts. Donc c'est bien beau un collectif, mais si on n'a pas les meilleurs atouts ça sert à rien. Donc 10e place décevant puisqu'ils ont perdu contre la Russie en finale de Trophy. La Russie qui est classée avant-dernière du championnat, donc c'était quand même très décevant. Et miracle, ce qu'il faut retenir, c'est que le Japon a remporté une victoire. J'en étais sûr. Une victoire, ce qui fait que j'ai perdu mon pari du fait que le Japon allait repartir avec 0 pointé. Une victoire contre le Canada en plus. Donc le Canada a fait un énorme tournoi le week-end d'avant. Ils se sont effondrés complètement lors de ce tournoi de Sydney pour les hommes. Donc le Japon repart avec quelques petits points, ce qui permet d'éviter d'être déjà quasiment relégué dès cette quatrième journée. Classement, Afrique du Sud 85 points, Angleterre 68, Fidji 64, Nouvelle-Zélande 56, en bas de classement, Samoa 13e, Russie 14e, Japon 15e. Les filles, Canada. Il y a des choses à en dire. Canada, médaille d'or, Canada, une équipe extrêmement puissante chez les filles du Seven. Bravo. Très très forte, médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Rio, ce qui fait que cette victoire leur fait du bien parce qu'elle avait manqué leur premier tournoi le premier tournoi, c'était pas le Dubaï, au Dubaï. Voilà. C'était à Dubaï. Donc elles avaient manqué ce tournoi-là. Du coup, ça leur fait du bien. Elles ont battu les États-Unis. Finale nord-américaine. Oui, c'était plutôt une surprise de voir les les États-Unis, en finale de ce tournoi. C'est plutôt une belle performance des Américaines. Et alors, c'est un peu le tarif réglementaire, si j'ose dire, parce que les Canadiennes, tous les ans, elles gagnent au moins un tournoi dans la saison. Et c'est bien, justement, ça montre une constance au niveau de leur niveau. Et les USA, généralement, arrivent à accrocher quelques trophées, si tu veux, de consolation. On parlait auparavant des plates, des bowls, des choses comme ça. Maintenant, c'est les trophies. Elles arrivent toujours à se placer un peu entre la 3e et la 5e place. Et ben là, elles franchissent un véritable palier en étant 2e. Médaille de bronze, remake des hommes. Nouvelle-Zélande bat l'Australie 19-0.
Donc, quand même, Nouvelle-Zélande finit à la 3e place, ce qui est plutôt pas mal pour les filles. L'Australie, par contre, a été décevante, puisque c'est normalement l'équipe la plus forte des squads de Seven féminin. Là, elles finissent 4e, ce qui est assez surprenant, puisque ça veut dire qu'elles ont perdu 2 fois de suite. Et c'est assez rare pour Et les elles filles. jouaient à domicile. Exactement, ce qui est Quand même. d'autant plus décevant. La France finit 6e. Elles ont perdu dès les matchs de quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Et puis elles n'ont pas non plus remporté leur deuxième match, je ne sais plus contre qui. Mais en tout cas, elles n'ont pas gagné leur match, ce qui fait que, malheureusement, c'est décevant. Après, il y a une circonstance atténuante, c'est que la majorité des filles titulaires du Seven sont toutes en équipe de France à 15, qui jouaient contre l'Angleterre. Ce qui explique un peu ce résultat. Ça me fera partie des billets d'humeur. Alors... Voilà pour ce qui est du rugby féminin à 7 classements. Nouvelle-Zélande première, Australie 2e, Canada 3e, Fidji 4e. En bas de classement, il faut savoir qu'il y a 2 relégués. L'Irlande 9e, Espagne 10e, Brésil 11e. Ce qu'il faut retenir, mine de rien, en 2 mots comme ça, c'est que ce soit chez les mecs ou chez les filles, les Français et Françaises sont forcément en milieu de classement. J'ai l'impression que c'est là... C'est à cette zone-là que nous appartenons, entre finalement la 7e place et la 9e place. C'est dur, ouais. On fait partie de l'élite du rugby, mais on a encore du mal, à mon sens, donc ça fait partie aussi des discussions que j'ai eues sur Twitter, ça fait partie, à mon sens, de ce manque de culture 7, c'est-à-dire qu'on joue trop à la mode 15 à 7. Et en même temps, je trouve qu'on n'a pas trop à se plaindre, parce que d'autres nations derrière, soit traînent la patte, soit sont en retard sur leur développement, et nous, on arrive comme si on surnageait tout le temps. Sauf que le problème, au c'est milieu que de classement, les nations qui montent en puissance nous sont déjà passées devant, comme l'Écosse. L'Angleterre, c'est culturel, donc c'est plutôt différent. Chez les filles, les Fidji, par exemple, féminin, qui était une équipe l'année dernière de promu, elles nous battent 2 fois. Donc c'est quand même inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à progresser dans le jeu pour aller rivaliser avec les grosses nations. Donc j'espère en tout cas que le Seven français va finalement comprendre qu'il faut jouer à 7, au Seven, pardon. On va jouer au Seven, pas au rugby, à 15. Et on en a parlé la semaine dernière où justement on avait cette tendance en France à envisager les parties comme si on jouait au 15, donc avec des affrontements qui n'ont pas lieu d'être, avec des débordements qui n'existent pas, alors qu'au contraire il faudrait justement faire davantage passer la balle et davantage courir, davantage esquiver plutôt que d'affronter en ligne. Voilà. Que de faire des rucks. Ou des mauls, ce qui est un peu ridicule à 7. Alors... ils sont combien 2, 3 Non, oui, 3. 3 mauls. Du coup, à 7, c'est fini. À 13, il y a juste un résultat à noter, c'est Toulouse Olympique qui a repris son championnat ce week-end de 2e division et donc a battu Batley, je crois que c'est ça, pour leur premier match. Les Bulldogs de Batley. Et surtout, c'était un score fleuve, je sais plus le score, mais c'était un énorme score. Ça démarre bien pour le Toulouse Olympique. Après, je vais te le retrouver. Merci. Pas. Toulouse Olympique, en tout cas, vise les 4 premières places, c'est-à-dire les places de qualifiés pour faire la phase de montée. C'est bien. Victoire 44-6 et c'était à domicile. Et alors le Toulouse Olympique joue dans 2 stades en fait, soit le stade des Minimes à Toulouse, soit le stade de Gaillac. Ouais. Stade de Fédéral. C'était le stade de... Argelès à Gaillac du coup, soit donc les Minimes à Toulouse. Voilà pour savoir si vous prend un jour l'envie, je ne sais pas, d'aller voir du rugby à 13 et si vous êtes du côté de Toulouse. Dernier résultat, le Super Bowl. Le Super Bowl. Parce qu'on parle de toutes les ovalies, même de l'ovalie américaine. Super Bowl avec, alors pour une fois... Alors tu l'as regardé ce match du coup? Non, je l'ai vu en décalé. Non, mais j'ai vu le match, mais en décalé, pas en direct. Ah oui, je l'ai vu. Tant mieux. Mais bon Dieu quoi, c'est une des premières fois où je voyais du suspense. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du suspense. Ça fait un petit moment. Bowl. Et surtout, il n'y a jamais eu d'overtime, de prolongation. C'est ça. D'overtime en finale de championnat. C'est une première. 51e Super Bowl, donc ça a commencé en 67, le Super Bowl. On a commencé à réunir toutes les ligues qui existaient. Il en restait plus que 2 parce qu'avec toutes ces ligues qui ont fusionné, il a fallu faire une finale de champion des champions. C'est comme ça que ça a commencé le Super Bowl. Et
il n'y avait jamais eu de prolongation, effectivement. Et donc voilà, victoire pour le score, victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, donc Boston, si vous voulez, sur la carte, 34-28 face aux Falcons de Atlanta. Et ça se jouait sur terrain neutre, évidemment, du côté de Houston avec Lady Gaga qui a sauté du toit durant son show de la mi-temps. Non, ce qui s'est passé en fait durant ce match, c'est que les Falcons d'Atlanta ont attaqué. Ça a fini par payer, ils ont commencé à ouvrir des brèches dans la défense des Patriots et ils se sont retrouvés à la mi-temps avec 21-3, rien que ça. 3, ils sont retrouvés jusqu'à 28. Jusqu'à 28-3, rendez-vous compte. Je crois que c'était vers la fin de troisième. Vers la fin de troisième et sur la fin de troisième, fin du troisième tiers-temps, enfin fin de troisième période du coup, les Patriots commencent à se rebiffer. Ça y est, il y a un touchdown, on se dit ils ont sauvé l'honneur. Et puis le comeback, un comeback mais totalement improbable. C'est pas un comeback comme on aurait en rugby avec on revient à coup d'essais transformés à la rigueur. Non, parce que au football américain, tu peux transformer le touchdown comme on transforme au rugby, simplement au pied quoi finalement. Ça se fait différemment mais tu peux le faire. Mais tu peux aussi gagner un point en plus si tu décides de rejouer une phase de jeu. Et là, tu gagnes non pas 1 point, mais 2 points. Et donc, tu as un essai, tu as un touchdown à 8 points. Et là, tu te dis, ok, il reste, à un moment donné, en fait, il restait l'équivalent de 2 touchdowns à 8 points. Justement, il faudrait un truc qui n'est jamais arrivé en Super Bowl, c'est-à-dire 2 fois de suite, marquer un touchdown et transformer ça à la main. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est fort. C'est très très fort. Puis à la fin, évidemment, c'est comme tout, on s'est retrouvé avec, c'est un peu comme tous les sports, lorsqu'une équipe voit son adversaire remonter et arrive jusqu'en prolongation, mentalement, c'est plus possible. Surtout 28-3. Donc tu il n'y a finis pas par eu recevoir En fait, il y a eu une prolongation, mais il n'y a pas tellement eu de prolongation. Il y a eu une possession de balle. Il y a eu ce qu'on appelle une possession, c'est-à-dire une série de plusieurs lancers. Ils ont avancé. Ils ont fini par marquer le touchdown de la victoire. Point final. Mais du coup, toute cette remontée est absolument improbable. Complètement. J'ai lu beaucoup de réactions. Moi, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai cru spoiler Damien au réveil, justement, pour. Sauf que 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tôt, ma douce et tendre m'avait spoilé. Je crois que c'est juste ignoble en fait. Je pensais avoir évité ça. J'avais enregistré le match. C'est la première fois que j'enregistre le match depuis très longtemps. Et je me suis dit, cool, je vais pas regarder Twitter, je vais pas regarder Facebook, je vais mettre le match et je vais prendre mon café devant. Premier mot de ma compagne, tiens, les Patriots ont gagné. Même pas de bonjour, n'est quoi. Tiens, les Patriots ont gagné. Je pourrais même l'écrire dans une VDM en fait. C'est ça. Le truc, c'est que je suis arrivé 5 minutes après sur Messenger en lui disant alors les Patriots. C'est voilà. Et merde. Non, t'inquiète, tu m'as pas si tu poses la question comme ça, c'est qu'ils pouvaient pas savoir. C'est alors les Patriots, parce que tu pouvais dire alors les Patriots, ils étaient nuls, etc. Mais non, finalement. Et ça aurait pu être comme les Broncos de Denver qui sont passés à côté de leur match il y a quelque chose comme 3 ans, quelque chose comme ça, avec ils concédaient des points dès le premier lancer. Enfin, c'était ignoble. Donc il n'y a pas eu de match. Et là, par contre, non, oui, effectivement, on aurait pu avoir cette espèce de flou artistique en disant alors les Patriots, non. Non. Voilà. Et alors du coup tout le monde maintenant, alors c'est tout la twittosphère, les spécialistes, tout ça est en train de nous faire un excusez-moi, on est sur internet, un fap, comme on n'est pas en FM, on en profite, un véritable fapping en règle en disant Tom Brady est-il le plus grand quarterback, non pas de l'histoire de la NFL, mais du sport américain de tous les temps, devant Jordan, devant Johnson, devant Gretzky, devant voilà. Non. C'est-à-dire que oui, s'il était. Alors, il y a eu une bonne réponse de la part, paradoxalement, de l'émission de basket de RMC. C'est que si c'était dans un sport qui était très populaire de par le monde, oui, il y aurait moyen de l'élever au rang de Magic Johnson et Michael Jordan, il n'y aurait pas de souci. Mais là, non. Et puis bon, Brady, il a quand même. Là, c'est un sport qui reste confidentiel. Non mais casseroles. Et puis il a des casseroles, et puis effectivement il a une image en Amérique qui est très très polarisante, soit tu l'aimes bien soit tu l'aimes pas, parce que du coup il y a toutes les histoires autour de la finale d'il y a 2 ans. Je vous laisse rechercher sur Wikipédia parce que sinon on fera une émission entière sur ça, mais bref, il a une image qui est beaucoup moins consensuelle, même si quand même il apparaît comme un gars tout à fait tranquille. C'est le genre idéal. Mais c'est vrai que oui, il a un côté genre idéal, mais moins flamboyant que peut l'être Magic Johnson et Michael Jordan par exemple, qui étaient vus comme des
des héros. Bien sûr, bien sûr. À une époque où, les années 90, il y avait beaucoup de héros qui apparaissaient dans les années 90, triomphants. C'est un autre contexte et une autre Amérique que celle que l'on a aujourd'hui. Très bien. Ainsi se termine l'annonce des résultats du week-end qu'il fallait retenir. On va enfin rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'Angleterre, France, le crunch. Alors, le crunch. Le crunch, Angleterre-France. Le résultat dit que l'Angleterre a gagné contre la France de justesse. Oui. Ce qui est vrai. Tout à fait. Ce qui est vrai, ils ont gagné de justesse. Après, la physionomie du match reflète bien d'autres choses qu'il va falloir discuter ici. On va le discuter tous les trois. Notamment, alors je vais commencer un tout petit peu par un petit texte introductif, c'est que globalement, c'est dans la lignée des 2 matchs précédents, frustrantes, contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Australie, c'est-à-dire de la bonne volonté, des phases de jeu extrêmement intéressantes, des promesses de jeu, mais comme on dit, quand les promesses ne sont pas tenues, eh ben il y a de la déception. Et ben c'est un peu le sentiment que j'ai eu pour la 3e fois, à la fin du match Angleterre-France. C'est d'autant plus frustrant que moi, quand je vois le match Angleterre-France, j'avais surtout l'impression qu'encore plus que les matchs d'avant, il y a eu des occasions manquées et surtout des erreurs qu'on ne devrait pas faire à haut niveau, qui ont été vues, qui ont été faites, qui fait que ça a gâché des moments clés. Or, dans une compétition, moi je suis persuadé, dans une compétition, c'est comme le bac. Tu dois être bon le jour J. Tu peux avoir 20 sur 20 toute l'année. Si tu as eu 2 sur 20 au bac, tu as eu 2 sur 20 au bac, t'es nul. Point. Parce que l'objectif de ta préparation, c'est d'être prêt le jour J. Ce n'est pas d'être bon en entraînement, c'est d'être bon le jour J. Et t'as tout à fait raison de filer ta métaphore sur le bac, parce que moi ça me faisait penser, tu sais quoi, à ces lycéens qui ont fait, qui sont partis de très bas, qui ont commencé l'année comme il faut pas, si j'ose dire, mais qui se sont accrochés, qui ont fait... qui ont commencé à apprendre, qui ont bûché, qui ont vraiment commencé à prendre ça au sérieux, mais à la fin, le prof, il regarde la copie et non, t'as juste la moyenne, quoi. Ouais, c'est bien, t'as essayé, tu t'es accroché, mais c'est pas encore ça. Le problème, c'est que moi, avec cette défaite, cette magnifique défaite, puisque maintenant il faut parler que avec des superlatifs. Toi, t'as retenu les commentaires des romantiques. Je trouve qu'il y a moins de commentaires comme ça qu'avant. Alors moi, monsieur, moi je lis de la presse spécialisée, monsieur, documentée, je lis l'équipe, monsieur, d'accord. Non, moi je lis l'équipe Middle, moi, monsieur, excusez-moi. À coup de sondage, c'est-à-dire qu'il y a 15 000 personnes qui te disent que les Anglais c'était des tocards et que la France méritait de gagner. Voilà, belle grosse analyse. C'est surtout que voilà, moi j'ai repris quand même un titre que je vous avais envoyé, les gars, d'ailleurs, que j'avais vu. C'était, je cite, « Contre l'Angleterre, les Bleus n'ont pas à rougir de leur performance, même si la concrétisation a manqué sur les temps forts. » 16-19, entre parenthèses. C'est un peu comme si tu disais, justement, tu reprends encore l'exemple de l'étudiant, « T'as pas eu le bac, c'est pas grave. » C'est pas grave. Bravo pour les efforts. Allez, va, voilà. Allez, t'étais juste à côté du rattrapage, c'est bien. C'est ça. Voilà. Tu passes même pas au rattrapage. Mais c'est bien. On a le bonus. Oui, il y a donc le bonus. rattrapage. Ouais, il y a le bonus, c'est vrai. Et après, donc tu as la FFR qui continue. Alors c'est vrai que par contre, on sait que là, par contre, la fédération veut rebooster, veut redonner l'amour du maillot et tout. Et peut pas casser. Oui, mais c'est son rôle. Dans ce sens-là, c'est son rôle. Je suis d'accord. Mais justement, c'est quoi ces défaites frustrantes pour les tricolores qui ont montré de belles choses. Donc c'est vrai qu'ils analysent parfaitement le match, c'est vrai. On repart avec le point de bonus défensif. Du coup, Damien, je me suis demandé si tu bossais pas à la FFR dans la foulée, puisque tu as dit exactement la même chose. On est que je postule, tiens, comme PR manager. Et du coup, tu as comme quand tu apprends, quand tu es en cours, on reste toujours sur cette métaphore scolaire, c'est-à-dire quand tu fais, tu vois, c'est ta synthèse, antithèse, etc., etc. Et ta conclusion, tu dois dire oui, non, oui, mais à la fin. Et à la fin, donc tu as eu oui, non, et puis après, on espère que la suite sera belle. Rendez-vous dans une semaine face à l'Écosse. Oui, mais alors. Allez. Non mais là où je te rejoins, on peut faire les choses moins. C'est que moi je trouve que c'est le rôle de la FFR de faire du romantisme. Oui. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est moins le rôle de l'équipe effectivement de faire du romantisme. Et là, on est complètement d'accord. Au contraire, je trouve que le rôle de l'équipe serait plutôt à dire, regardez, voilà, on va faire une grille sur ce qui est amélioré. Là, bon, il y a des trucs, on n'a pas perdu comme l'Italie 7-33. C'est pas ça le souci. Très beau match. Très belle première mi-temps pour les Italiens, n'est-ce pas, monsieur supporter des Azzurri. Mais bref, c'est pas ça, c'est pas les mêmes bleus dont on parle. Mais le truc, c'est que
voilà, tout n'est pas acheté. Et effectivement, il y a un écart entre tout n'est pas acheté et c'était bien les enfants. Voilà, je suis d'accord. Et moi, il y a... Et du coup, il faudrait faire effectivement une grille de ce qui est amélioré. Voilà, il y a exactement. C'est-à-dire que on a vu des belles choses. Bon, on a vu un Picamol qui a été, mais alors, il était intenable. Il était juste génial. Et pourtant, stratosphérique. Et on a gagné. Pourtant, ça sert de jour en Angleterre. Mais voilà, ça c'est vrai. Alors moi, par contre, là, je vais être chauvin du coup dans le sens inverse, c'est que du coup, lui, il est en train d'exploser. Son talent explose depuis qu'il joue en Angleterre. Ça c'est incroyable. On verra s'il poursuit. Attends, c'est qu'un match. Après, le truc, c'est que le problème, lui aussi, il a lâché dans les derniers moments. Lui aussi, il a lâché dans les derniers moments parce qu'au bout d'un moment. J'avais l'impression que sur la fin, il n'y avait plus que lui qui jouait. Moi, il y a un truc qui m'a quand même marqué, mais à mort, avec Noves, c'est que au bout d'un moment, je vois que ça y est, les Anglais sont en train de revenir. On était sur quasi la fin de match, d'ailleurs, ils sont en train de revenir. Et alors, les Anglais, ils font 3 changements d'un coup. Bam! Ils font 3 changements, l'autre, il arrive sur le terrain. C'est, comment il s'appelle Ouais, je vois. Je vais enlever ce verre qui est devant toi. Voilà. Parce que tu es en train de faire des grands gestes en bon italien que tu es. Et derrière, il arrive 3-5 minutes après, il te plante un essai. Essai transformé derrière. Du coup, les Anglais continuent à pousser, mais comme des bourrins. Alors là, parce que ça y est, ils avaient les bourses qui étaient pleines, donc ils y allaient, et ils voulaient encore en planter un derrière. Et t'as Noves qui dit, tiens, on commence à en prendre plein la lampe, est-ce qu'on va pas faire des changements à 8 minutes de la fin 8 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Et derrière, tu rentres. Alors les gars, là, ils savaient plus où ils étaient. Ils s'en sont pris, ils se sont fait remonter. La fameuse remontada dont tu as parlé tout à l'heure avec les Patriots, justement. Où tu vois l'équipe que tu dominais, tu vois, qui est en train de te remettre plein la gueule. Mais derrière, tu peux faire rentrer, mais tu peux changer les 15 d'un coup. Ça sert pas. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'il fallait tuer le match quand on jouait Théo, à 15. Voilà, Théo, comme mon fils. Alors. Et à 15 contre 14, c'est fou. On va juste refaire un peu la physionomie du match. Ça a beaucoup joué au pied durant les 3/4 du match. Après, il y a eu un essai, effectivement un essai de la part de Rabah Slimani à la 59e. Là, véritablement, le match, on a arrêté de jouer aux échecs, si j'ose dire, et surtout aux échecs, et dans tous les sens du terme, que ce soit les échecs stratégiques au niveau stratégique, comme au niveau des occasions manquées des deux côtés. Donc là, effectivement, oui, il a fallu que tout le monde un peu sorte du bois à partir de la 59e. Sauf que 10 minutes plus tard, effectivement, il y a Théo, ancien du rugby à 13, et c'est déjà lui-même un sujet en soi, et je sais qu'il trépigne, qui, en fait, c'est au moment de l'essai de Rabah Slimani que pas mal de monde a commencé à jouer au romantisme, en quelque sorte, dans le commentaire du match, en disant on a joué aux échecs et on a fait le mouvement, parce que le match avait quand même l'air relativement peu engageant à ce que... Non, c'est pas que c'était peu engageant. Il y a quand même beaucoup de frustration, il y a beaucoup de phases qui ne sont pas allées au bout. Il y a un avantage il y a aussi un avantage à 14 contre 15, ce qu'on appellerait un hockey, un power play, finalement, un jeu en puissance dont les Français n'ont pas vraiment su tirer parti. Il y a eu 3 points, il y a eu 3 points dans la foulée des Anglais. C'est ça. Donc, mais du coup, effectivement, je comprends quand tu commentes le match, et tu te dis, oh, ça y est, on sort enfin de la torpeur des deux équipes, et ça y est. Et à la fin, il y a quand même un essai assassin de la part des Anglais. Et non, enfin, je veux dire, voilà. Mais je pense que c'est ça qui induit un peu en erreur aussi pas mal de commentaires en disant, oh, on les a fait trembler, on n'a marqué un essai. Oui, sauf que derrière, on a perdu. Alors, le truc, c'est que je pense très clairement que, parce que moi, j'ai revu le match, j'ai pas vu le match en direct, mais j'ai revu le match. Clairement, en fait, mon analyse, c'est que globalement, l'équipe de France, en fait, c'est une équipe qui est extrêmement combative, c'est-à-dire que elle va au combat et elle va à l'affrontement clair pour essayer de déborder son adversaire. Comme l'Angleterre était moins bon, parce que clairement l'Angleterre était beaucoup moins quand on a des Britanniques, ça a marché dans des débordements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as épuisé l'équipe d'Angleterre sur des phases fortes de rock et de transperçage, notamment Picamol qui a beaucoup contribué à ça, les ailiers ont pu du coup bénéficier de 2-3 actions, et notamment Baptiste Serra a été extrêmement intéressant au pied, notamment, dans lequel il y a eu 2 grosses occasions de débordement des ailiers. On en reparlera notamment d'un à la fin du match qui m'a beaucoup frustré, fin de première mi-temps, qui m'a beaucoup frustré.
En tout cas, il y avait eu une mi-temps dans laquelle l'équipe de France a été effectivement quand même dominatrice. La vraie frustration, c'est ce réalisme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis, bordel de merde, il y a des occasions que tu ne peux pas manquer à très haut niveau. Je ne parle pas de deuxième division, je ne parle pas de fédéral, je ne parle pas de ça. Quand tu es à un niveau de top 14, Coupe d'Europe, 6 nations, la phase de jeu où tu as le coup de pied de Baptiste Serin, dans lequel il envoie à l'aile droite, un ailier récupère le ballon tant bien que mal, et il y arrive, il se rééquilibre. Je crois que c'est Lamela, enfin je sais plus si c'est Lamela ou quelqu'un. Il récupère le ballon, non c'est Ficou, il récupère le ballon, et là il y a intérieur, mais alors l'intérieur, mais il se voit, mais à 12 000 km qu'il faut faire passer intérieur pour marquer l'essai, il n'y avait plus que 5 mètres. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde le ballon, et il se fait pousser en tous. Et tu fais... Bordel, le premier truc que tu dois savoir à haut niveau, c'est que quand tu récupères le ballon que tu es en bord de touche, regarde si à l'intérieur, tu n'as pas un soutien pour faire une passe immédiate et faire le débordement adéquat. Et il y a eu beaucoup de phases comme ça où tu te dis, bordel, s'ils avaient juste fait la truc de base à haut niveau, tu pouvais marquer 7, 14 points sans aucun problème. Et d'autant plus frustrant et représentatif de ce manque, soit de... C'est pas de lucidité en plus, c'est plutôt un manque complet de... Je sais pas, de match à haut niveau, j'en sais rien. En tout cas, un manque complet de respect du haut jeu, du grand jeu. Le truc à la fin où il y avait un coup de pied à faire, et il restait 20 secondes, il fallait juste mettre la balle en touche pour profiter d'un lancement en touche pour pouvoir espérer marquer une pénalité et donc pouvoir espérer remporter le match, tu le fous pas en touche. Et ça rejoint... Parce que tu joues extérieur alors que tu aurais pu jouer intérieur sur le côté gauche. C'était ridicule. Exactement. Et ça rejoint... Moi, alors... Ça Désolé rejoint... tout ça, mais franchement, c'était nul. Ça rejoint tout ça, tout ce que tu me dis, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière quand on parlait, souviens-toi, de Eddie Jones. On disait, le mec a réussi à insuffler dans un 15 japonais qui était extrêmement, comment dire, pas frustré, mais complexé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Complexé, d'avoir un niveau, mais de ne pas arriver, si tu veux, à l'instant T, à le prouver sur le terrain. Et ça s'est joué, mais ça s'est joué dans les têtes. Parce que ce que tu me dis en termes de réalisme, moi je suis persuadé qu'il y a un type comme ça, un coach mental, un type qui arrive à les remettre d'aplomb. Les mecs, malgré la fatigue, ils ont ce geste. Là, c'est dans la tête que ça se passe. C'est le sang-froid. Les Anglais, ils ont réussi à garder un sang-froid que nous, on n'a pas réussi à garder. Moi, je sais pas si c'est un sang-froid. Alors après, je reviens juste sur ta remarque sur les changements. Il y a eu des changements comme avant qui se sont déroulés. La vraie problématique, en fait, c'est moi la sortie de Serin qui s'est fait beaucoup trop tôt, remplacé par Machno. Je trouve que c'était vraiment trop tôt et je pense qu'en fait, Guy Novès avait peur, comme il est quand même un joueur un peu atypique dans sa morphotype, il avait peur de le voir se blesser à un moment ou à un autre parce qu'il est quand même beaucoup moins les baguettes, quoi, hein, globalement. Et malheureusement, je pense que ça a aussi influencé sur la fluidité du jeu parce qu'à partir de ce moment-là, Machno est beaucoup moins distributeur de jeu que Serin. Il est beaucoup plus un centre supplémentaire ou un avant supplémentaire qui essaie de pénétrer. Il est moins, c'est mon avis sur Machno, hein, mais il est moins comme ça. En tout cas, très clairement, frustration totale. Et c'est d'autant plus inquiétant. Après, je parlerai comme des aspects positifs à la fin. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas gagné alors que les équipes en face étaient pas bons. Voilà. Et ça m'inquiète fortement. C'est là où je voulais en venir en fait. On connaît mon amour pour le maillot et, et la tendresse que j'ai pour l'équipe de France. Mais en fait, déjà, il y a vraiment plusieurs critères qui m'ont agacé, notamment dans la conférence de presse. On le sent en plus, Picamol était remonté, hein. Il était grave remonté. D'ailleurs, il a dit ça fait chier. Je crois qu'il a commencé en disant ça fait chier. Et à la fin, il a dit de toute façon, on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas une victoire face à une grande équipe, une grande nation. Je sais plus comment il l'a dit. Et c'est fou quand même d'entendre. Fois, c'est psychologique. Voilà. Et là, du coup, parce que c'est en place le reste finalement. C'est exactement ça. Mais tu te rends compte quand même qu'une nation comme la France, qui est... Arrêtez les gars quand même, des grandes nations, vous en avez battu, historiquement vous en avez battu, vous avez gagné des tournois destination. C'est vous, cette génération-là, il faut que vous battiez qui au final pour pouvoir vous dire, il faut vraiment que vous arriviez à dire, il faut qu'on batte une grande équipe pour arriver à gagner un tournoi derrière. C'est une année en 7, normalement il leur avait promis ce tournoi. On en avait parlé la semaine dernière, t'inquiète, j'en ai parlé pour toi. Merci.
Mais je veux dire, au bout d'un moment, moi, à ce haut niveau de compétition, comme tu disais, Léo, je peux pas accepter d'entendre. Non, mais il y a le truc psychologique qui va pas. Ouais. C'est au bout d'un moment, je suis désolé, quand Slimani, il a marqué, il a planté son essai. Quand il a planté son essai, alors toute la twittosphère, Facebooksphère, l'équipe sphère était en train de balancer ces trucs. Il y avait déjà la FFR d'ailleurs qui avait fait un gif. Internet, c'est beaucoup Ouais, plus voilà. simple, Et du coup, il mettait essai Slimani, trop génial et tout. Il y avait l'équipe qui avait déjà commencé à mettre une question sur le match en disant est-ce que votre couple va être plus heureux suite à cet essai transformé. Non, Et ça a vraiment eu lieu, ça? Non, mais le truc c'est que derrière quand il sur le terrain, moi je les ai pas vus sereins. Mais pas du tout. Non. Ils étaient pas sereins C'était du tellement tout. pas serein que la première fois que je voyais Guy Noves exploser Tu te rends compte, c'est exactement ça. à l'essai de Slimani, ce qui est ultra rare pour Tu l'as vu toi aussi. Ah mais oui, tu l'as ça vu. se voit. Ben, moi j'étais... Attends, je suis fan du Stade Toulousain. Mais on est complexé, on est véritablement Mais c'est ça. complexé. C'est Ben vrai. non, On commence à... Lui, c'est pas complexé. Pour Guy Noves, c'est plutôt il a explosé parce qu'il a dit putain, enfin quoi. En fait, si tu comprends bien son geste, c'était pas un geste de joie, c'était putain, enfin quoi. Et ça en marque dit long, les- ça en dit long, on va y arriver. Ça en dit très long sur le fait que ce soit déjà un exploit en soi de marquer un essai contre des Anglais, C'est ça. alors Mais qu'on contre est de au niveau. faibles On Anglais. est voilà, on n'est pas nous-mêmes en place, eux-mêmes sont pas en place, sauf que eux ont gardé leur sang-froid Noves. et nous on n'arrive pas à se mettre dans la tête que c'est possible. Noves n'a pas explosé de joie, c'est vraiment putain de bordel, on a enfin marqué Ah oui. et on va peut-être enfin gagner, c'est ça Exact. son C'est explosion. exact. Je vais être franc avec vous, vraiment franc avec vous. Allez. À aucun moment, j'ai senti réellement les Anglais en danger en fait. Réellement, je veux dire. Il y a Je sais pas s'il n'y a pas eu vraiment en danger. Je dirais Alors, simplement que comme tu sentais qu'il y avait un mouvement qui faisait que, vu que la France faisait beaucoup d'erreurs, vu qu'il y a eu l'avantage de Voilà. carton jaune, etc., à un moment, quand tu avances dans le match, tu fais... Ouais, mais finalement, même quand on a marqué l'essai, on se dit putain, mais les Anglais peuvent revenir quand Voilà. même. C'est ça qu'on veut dire. Voilà. Mais il y a quand même eu une domination de la France, il y a quand Oui, même mais- eu une domination stérile. Mais il y a quand même une domination de la France. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand tu vois que les occasions manquées, la domination qu'on n'a pas concrétisée, qu'on n'a pas profité des fautes anglaises, etc., à un moment, même quand l'essai a été marqué, en plus ça a été assez tardif au sens tout le match, il était tardif, à un moment tu te dis, ouais, mais on est quand même à portée de fusil de l'Angleterre, quoi. En gros. Et c'est surtout, t'as vu, contrairement à nous, quand les Anglais, eux, ont marqué leur essai, mais derrière, ils ont continué à pilonner ces enfoirés. C'est qu'ils continuaient, quoi. Non, mais ils continuaient. Et eux, ils se sont pas laissés avoir, contrairement à nous, qui en s'en est pris un, 3-4 minutes. Voilà, après. donc pour Angleterre-France, voilà, globalement, je pense que vous avez saisi à peu près notre positionnement. Très clairement, Angleterre-France, c'est de la frustration, c'est une inquiétude sur le réalisme de l'équipe de France et sur la capacité à vaincre des nations du top 1, d'autant plus que ce résultat descend la France à la 9e place du World Rugby, ce qui fait qu'il serait dans le chapeau 3 de tirage au sort de la Coupe du Monde, ce qui est catastrophique pour l'équipe de C'est France. ce Oui, que mais j'allais la dire. deadline c'est quand? Fin de tournoi, Fin de tournoi destination. On va voir. Bon, maintenant, On va bien voir. on va Pour voir. l'instant, Faut jouer avec c'est ça. encore en cours. Votre pronostic contre l'Écosse? Alors, ça c'est pas évident ça. Moi je dirais victoire. Victoire. Maintenant, bonus offensif ou pas? Ah, Non. je suis. Non. Victoire, Alors, je dis victoire à non, l'arrache. je dis non plus non. Je dirais non plus. À l'arrache, je sais pas, mais pas bonus offensif. Allez, Par contre, sais je pas. pense qu'ils empêchent le bonus défensif des Écossais. Ouais. Non, moi, alors victoire des Français avec bonus défensif des Écossais, très clairement. D'accord. Ah. Ok. Toi, tu y crois, l'Écosse? Non, Voir- il y croit, l'Écosse. Mais Voire même, Il a raison. pourquoi pas un petit match nul des familles, ce qui n'arrive pas souvent. Oh putain, mais s'il y a un match voilà. nul, mais là, l'équipe de France, mais. Oh, mais ça, Non, honnêtement. c'est ton résistant. Ça, c'est Non, le mais Super ça, Bowl. voilà. si- non, non, Ça, c'est pas c'est ça. pour le- C'est pas ça. Non, Il y a Tom Brady mais s'il y qui a un match marque nul, moi, c'est à l'équipe la de France, fin. je les taille. Hein, c'est pas Non, possible. c'est parce que simplement. C'est à domicile, on peut pas. Ouais, non. Non mais je vous aurais dit pour l'Irlande, pour le Pays de Galles, c'est autre chose. C'est des nations dont on connaît un peu le niveau même quand elles sont pas en place. L'Écosse, c'est vraiment la grande inconnue de ce tournoi et dans un sens, c'est très très bien qu'on les reçoive justement. Et donc c'est pour ça que je pense plutôt à une victoire de la France avec bonus C'est ça. défensif des Écossais. Mais on les taperait. On se les taperait, pardon, à Murrayfield cette année. Je suis vraiment pas sûr qu'on viendra avec une victoire. Oui, alors,
Dans Là, ce sens-là, oui. vraiment, c'est moi, pour ça que je dis. pour faire très court sur mon avis sur le match, par rapport à ce qu'ils ont prouvé face à l'Irlande, ils ont été héroïques face à l'Irlande. Tout à fait. J'appelle ça héroïque, Ouais. parce que pareil, l'Irlande a multiplié les fautes. Regardez le match, il était même plutôt intéressant. Il était déjà, enfin, je l'ai trouvé beaucoup plus beau aussi que le match Il est plus décevant. Angleterre-France. Et C'est des équipes ouais, qui ont beaucoup approuvé. voilà, aussi. mais c'est ça en fait, elle se tamponnait bien et tout. L'Irlande a fait beaucoup d'erreurs, vraiment beaucoup d'erreurs, c'est ce qui les a fait perdre, tout simplement. L'Écosse, je pense qu'ils vont jouer comme d'habitude avec le cœur contre la France, ça va tenir une mi-temps, ça va s'écrouler dans la deuxième. Mais voilà. C'est ton analyse. Moi, C'est je la suis- mienne. Ouais, je suis pas tout à fait sûr. Bref. Allez, on va passer à la séquence suivante qui est la petite surprise que j'ai réservée à mes deux chroniqueurs, Oh, le oh quiz là là, de j'aime pas l'Ovalie. les quiz. Je vais être nul, mon Mais Dieu, moi aussi, cette- j'aime pas. Bah, fais-moi un coup sur Dragon Ball ou un truc comme ça. Dragon Ball dans le rugby, tiens. Au Kutonoken. Allez, on passe à la séquence suivante. Alors, petit quiz, 5 questions, ça sera pas grand chose. Et en plus, c'est des questions où en On gros, a un faut buzzer avoir- et tout. Non, mais il faut avoir écouté le match. Donc, il faut avoir écouté ce qu'on a dit. Donc, c'est pas très compliqué. Attention, le premier qui répond, donc vous n'avez pas besoin de buzzer. Ah ouais, mais. Ah bah non, ouais, sinon, ouais, ouais. sinon, ça va s'entendre sur le micro, ça On aurait, dû, on aurait dû prendre une photo à ce moment-là. C'est ça. Qui a été élu homme du match lors d'Angleterre-France? Picamol, Picamol. Bien joué. la mer noire. 0 pour les autres. Il joue en quoi Northampton? En noir d'ailleurs. La blague noire. Oui. Voilà, tu vois. On y est. Deuxième question. Qui remporte la médaille de bronze lors de Sydney 7? Eh ben l'Afrique du Sud. Non. Non, alors Les des Sydney Néo-Zélandais. Sevens. Ah non, je pensais. Il a été perdu, Ludo. J'ai dit médaille de bronze. Eh oui, Mais médaille de oui, bronze. les médailles de bronze pour moi, je pensais au JO tout de suite. Ouais, tu penses au 7-Eleven de Jeanne Azuki dans Jeanne et Serge, t'étais tout perdu. Oh mon là. dieu, le Japon. le Allez, Japon. troisième question. C'est la première émission, on parle pas du Japon, alors excuse-moi. Bah, c'est moi, il n'y a pas grand il y a plus d'actualité Non, pour c'est le la, Japon. c'est off-saison pour l'instant. Troisième question. Qui a été vaincu par le Toulouse Olympique 13 lors de la première journée? Les Bulldogs de Batley. Voilà. Ouais, t'es plus rapide. Allez, 2-1. La remontada. D'ailleurs, Toulouse met en ligne des. Non, mais on va pas faire des extraits- commentaires. Non, mais on va Non, pas faire non, mais des commentaires. ils mettent en ligne des extraits des matchs pour voir un peu à quoi ça ressemble et tout le 13. Non, c'est vrai. Quatrième question. Joli le 13. Quel joueur français n'a pas réussi son coup de pied à la fin du crunch? Ah À la fin du crunch. À la fin du match. Ah merde. Celui Oui, qui a oui. manqué son coup de pied. Non, bah là, Ah, mon Dieu. c'est bon, je l'ai et je l'ai plus, donc... Jean-Marc. Ah bah d'où ça? Voilà, il est Voilà. Bah oui, Jean-Marc. Et donc, Première chose à laquelle je pensais, 2-2. c'est serein, mais il est Attention. sorti. 2-2. Ça va se Deux. jouer sur ça. Cinquième question. Vas-y. J'ai 2-2. j'ai peur. Qui est le quarterback des New England Patriots? Et Tom Brady. En même temps. Oh là 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 pour ce premier quiz. Bon allez, on va dire match nul, les enfants. Ah, Ce c'est premier très rare, quiz, Bravo. ce C'est une premier première quiz. dans l'histoire du Léo Rugby Club. Ah ouais, d'ailleurs, il y a aucun Super Bowl qui s'est terminé sur un match nul, même après les prolongations. C'était les Américains sont tellement fans de statistiques que voilà quoi, les mecs. mecs, Ah oui, voilà. alors il y a jamais eu de Super Bowl au-delà de la 181e minute. Ou alors c'est la 3e fois que Tom Brady fait une passe en ayant mangé tel céréale le matin. Non mais voilà, non, mais je reprends les mots qui me venaient de la part de Touchdown Actu, mais qui sont très très bons pour décrire la stupidité des stats ESPN pour les puristes. Allez, on a fini avec ce quiz. Donc premier quiz match nul. Et ben on verra qui commence à se départager la semaine prochaine. On va passer tout de suite à la carte postale et on va aller au bord de la Méditerranée, dans le nord de l'Afrique. Juste de l'autre côté. Juste de l'autre côté, on va aller en Algérie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Et je sais que ce soir monteront des chants. Et alors pour la chanson, moi je vous ai trouvé une petite chanson de la part de Amazir Kateb, déjà parce que je l'avais sous la main dans ma playlist, mais aussi parce qu'il symbolise pas trop mal justement, parce que c'est un Algérien de la diaspora, c'est un Kabyle, fils de Yassine Kateb Yassine, qui a d'ailleurs donné son nom, en fait c'est un poète qui a donné son nom à une des bibliothèques de Grenoble, ville de rugby, ça va, c'est plutôt raccord, et lui-même d'ailleurs on l'a connu dans les années 90 avec Gnawa Diffusion, donc plutôt dans le sens musique orientale, presque world music, donc ça donne, c'est plutôt raccord ces histoires. Très bien. Voilà, allez,
pour illustrer tout ça, Mazir Kateb évidemment, et on va parler de l'Algérie, et l'Algérie qui s'est mis à l'Ovalie il y a pas très longtemps, et on pourrait presque dire 1, 2, 3, viva l'Algérie, parce que ça fait à peu près 2-3 ans finalement que ça a commencé, et viva l'Algérie parce que finalement ils sont pas si mauvais justement pour une équipe qui vient à peine de se monter. Et c'est une équipe en fait, l'Ovalie, qui... on va reprendre les choses dès le départ, on joue à 15 et uniquement au 15. Point, déjà, pour commencer. Non mais on commence par le début, c'est-à-dire qu'il y a une fédération algérienne de rugby que depuis 2015. Donc faut bien commencer, faut bien mettre une base quelque part. Et c'est une équipe qui a commencé un petit peu à jouer avant, sous l'impulsion de la diaspora, qui avait créé déjà une première équipe d'Algérie qui avait joué le trophée de développement de ce qui est aujourd'hui Rugby Afrique, donc le CAR, la Confédération africaine de rugby. Ils avaient gagné d'ailleurs la poule nord de la 3e division africaine. Bref, c'était symbolique, mais c'était déjà pas mal, quoi. Et puis ils se sont mis sérieusement à structurer tout ça à partir de 2012-2013, et ça a donné donc en fait une impulsion qui est plutôt sympa, avec une équipe qui est menée évidemment, vous vous en doutez, par la diaspora, avec des gens qui jouent en fédéral, qui sont en immense majorité nés en France, mais qui jouent dans Fédéral 1, Fédéral 2. Il y en a 2 qui jouent en top 14, dont un qui est ma statue, mon monument si j'ose dire. Et tout ça a donné, il a quand même fallu attendre un petit peu, puisque le comité olympique n'était pas forcément chaud au départ. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le rugby? Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de nationaux qui y jouent en plus, voilà. Et puis mine de rien, il y a un petit terroir qui s'est développé autour d'Oran. Maintenant, il y a 3 clubs à Oran, et dans le reste du pays, ils sont en train de créer pour la première fois un championnat algérien qui va commencer en 2017, en septembre 2017, avec une 8aine de clubs, 8-9 clubs qui vont s'affronter, donc poule Est, poule Ouest, parce que forcément c'est des clubs tout à fait amateurs, on est vraiment au début du commencement, donc faut pas que ça coûte non plus trop cher en déplacement, on peut le comprendre. Et puis l'équipe, elle démérite pas, elle se trouve plein de matchs à jouer. On parlait des Philippines la dernière fois, justement, le nerf de la guerre était de se trouver des matchs pour inciter les gens justement à prendre contact avec ce sport-là. Ils y arrivent, ils ont participé à quelques trophées, la Crescent Cup en 2015, alors qui est ces fameuses coupes qui servent à rien, en fait, qui servent juste à donner aux pays émergents des matchs en plus, en fait. C'est bien, c'est un test match, mais pour donner un sens au test match. Oui, mais c'est ça donne un sens au test match. Et puis surtout, comme c'est à un seul endroit, ça donne finalement, ça fait des économies aussi d'échelle pour des fédérations qui n'ont pas d'argent. Donc c'est bien, justement, c'est plutôt bien. Même si c'est des coupes qui n'existent pour qu'une seule édition, des choses comme ça. Par contre, ça fait une carotte. Par contre, il y a une vraie carotte qui s'est lancée l'année dernière, en 2016. C'est le Tri-Nation d'Afrique du Nord, le Tri-Nation maghrébin, avec le Maroc et la Tunisie. Le Maroc est déjà beaucoup plus investi dans tout ce qui est Ovalie. Évidemment, on reste dans un niveau tout à fait amateur, mais bref, il y a quand même beaucoup plus d'initiatives qui sont faites de par le royaume, alors que là, vraiment, on en est au début du Maroc et de la Tunisie. L'Algérie est le pays le plus jeune. Donc ils se sont retrouvés logiquement à être 3e dans ce premier Tri-Nation d'Afrique du Nord qui s'est déroulé à Oran. Justement, c'est bien, ça s'est déroulé à Oran avec 2500 spectateurs pour le match inaugural en plus du côté du stade Ahmed Zabana et public de Fédéral 2. Mais globalement, oui, c'est ça. Et en plus de ça, le meilleur pointeur d'ailleurs de ce tournoi est un Algérien, même s'ils ont été 3e et dernier avec 2 points de bonus simplement. Ils se retrouvent quand même avec un petit honneur, si j'ose dire, avec Johan Ben Salah, qui a marqué 21 points, qui est le meilleur pointeur du tournoi. Alors voilà, comme toute carte postale, il y a forcément le petit monument à voir. Et qu'est-ce qu'il y a comme Algérien d'ailleurs à voir dans le championnat de France? Il y a notamment Malik Amadash, qui est un ancien qui a été formé à Bourgoin-Jallieu, qui joue aujourd'hui à Pau depuis cette année, qui a fait les beaux jours d'Albi ces 3 dernières années. Mais surtout, il y a Saïd Iresh, qui est à 31 ans, un ancien du Stade français, surtout d'Aurillac, et qui joue depuis 2012 à Brive. Donc on peut le voir effectivement assez régulièrement en top 14. Et ça fait, c'est le genre d'Algérien qui fait partie justement de cette impulsion-là. Il fait partie des joueurs qui ont poussé à la création de cette... Ils ont joué pour l'équipe d'Algérie lors du Tri-Nation, tu le sais ou pas? Il me semble que oui. D'accord. Il me semble que oui. C'est les fers de lance. Les deux, Saïd et Malik, les deux ont joué, effectivement. Donc c'est les 2 fers de lance. Oui, c'est les 2 fers de lance, effectivement. Et évidemment, c'est impulsé par des anciens qui ont aussi joué en top 14 très bien. à leur époque. Parfait. Merci.
Damien, C'est encore le une début fois, du commencement, hein. C'est vraiment le début. Cher ami algérien, si vous êtes fan de rugby, n'hésitez pas à vous y mettre, à défendre vos couleurs parce que c'est naissant, c'est jeune, et donc il y a besoin de renfort dans l'équipe pour développer ce sport que je trouve magnifique. Et puis surtout, n'hésitez pas à développer le Seven, puisque c'est sport olympique. Donc n'hésitez pas aussi à promouvoir le Seven. Oui, chaque chose en son temps. oui, mais c'est souvent l'olympisme qui permet de développer des sports. Et voilà, il y a des places faciles entre guillemets à se faire si vous avez un bon niveau. Et puis voilà. Exactement. Donc profitez-en et puis en plus à 7, ça nécessite moins de joueurs pour construire une équipe. Allez, ton pays, le prochain? Allez, c'est parti, je t'attends et je suis prêt. La Belgique. Oh, pas mal de choses effectivement à en dire. Et quelques joueurs, je crois, qui se baladent aussi dans les différentes divisions françaises. Oui, à suivre. tout à fait. Et même en Angleterre aussi, je crois, et dans différentes autres nations. Exact. Allez, on va passer au billet d'humeur. On va essayer d'aller vite parce qu'on est déjà en retard, mais on va essayer de faire court. Billet d'humeur de nos chroniqueurs. Alors, on va commencer par Ludo, puisque tu n'étais pas là la semaine dernière, donc honneur à celui qui n'était pas là. Oh, c'est beau. C'est beau, ça va être très rapide. Oui. Ça va être très rapide. C'est par rapport aux 6 nations. Non, je voulais dire que j'étais très fier de l'équipe d'Italie. Continuez. Continuez. Ça fait pas 2 fois que c'est un billet d'humeur. Si, mais c'est parce que justement, continuez. Je suis tout cœur avec vous. Continuez à jouer une mi-temps. Continuez à pas développer le rugby en Italie. Continuez à vous écrouler dans tout ce que vous entreprenez. C'est très bien. Continuez à montrer que vous méritez plus du tout de votre place aux 6 nations. C'est bien. Bravo. Fin. Mec, alors, par contre... on fait pas un débat. Non, mais je vais quand même juste te répondre dans le sens où le week-end prochain, il va y avoir le retour du 6 Nations B, puisque mine de rien, les autres nations jouent aussi, avec évidemment en tête d'affiche la Géorgie et la Roumanie. Je te fais quand même le pari que l'Italie, même déstructurée telle qu'elle est aujourd'hui, explose la Géorgie et la Roumanie. Mais... Ah, t'es pas sûr. Ah, Léo, il est pas sûr. Je ferai un pari. Hein. La Géorgie, c'est pas mal. Il faudra regarder le dernier match Italie-Géorgie, mais il me semble que ça n'a pas été reluisant, on va dire, en amical. Mais non, mais enfin ils ont plus du tout le niveau. C'est des. Non, mais ils sont dans un no man's land en fait, les Italiens. Donc si tu nous fais à chaque fois un billet d'humeur, dans un no man's land, ils peuvent pas monter. Non, mais en grade ils peuvent pas descendre. Parce que c'est pour vous forcer à faire un dossier dessus au bout d'un moment. On va faire un dossier sur le. Mais là c'est les nations, c'est plus dur. Alors ça va être quoi? Alors ça va être quoi? Alors un autre billet d'humeur pour ça, c'est. C'est la mi-temps le dimanche, non? Non, il faut arrêter un peu. Il faut un peu arrêter cet esprit quand même franco-français mal placé, de pas voir volontairement là où il y a des erreurs, là où ça va pas, et de dire mais monsieur c'est la France, c'est toujours les autres en fait qui volent, qui ça fait avancer personne. Et au bout d'un moment il faut quand même qu'il y ait une barrière psychologique qui soit passée, comme on en a parlé tout à l'heure, et c'est pas en disant aux joueurs non mais on vous a volé les gars qu'ils y arriveront plus. Voilà. Damien. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est d'ailleurs ça qui alimente le complexe. Alors moi je voulais faire un billet d'humour sur la fameuse mi-temps du dimanche qui sera désormais réduite à 10 minutes pour pouvoir ensuite embrayer sur le canal Rugby Club. Mais je voulais aussi parler d'un article que je vous invite à lire. Alors il n'y a pas toutes les sources malheureusement, même si ça reste un article de Rugby Fédéral, je pense que le type a quand même fait un travail de statistique assez, je pense, assez sérieux, où il parle justement il démonte véritablement l'état d'esprit général qui veut qu'il y ait moins de monde dans les stades, machin bidule, mais en fait, par cet article-là, il démontre surtout, ce rédacteur, chiffre à l'appui évidemment, que le nombre au contraire de supporters augmente, le nombre d'abonnés dans les stades de top 14 augmente, même si effectivement c'est un fait, les audiences de Canal+ ont tendance à baisser, mais je pense que c'est aussi un petit peu du fait de Canal+ elle-même, qui est une chaîne qui est complètement en perte de banc depuis déjà un certain temps, surtout depuis le rachat par Bolloré, mais c'est très intéressant, et donc du coup chiffre à l'appui. Alors j'aurais aimé qu'ils mettent des hyperliens vers des sources, vers des études, mais du coup je trouve pas, comme c'est quand même publié par Rugby Fédéral, je donne quand même un certain bénéfice du doute sur la véracité des chiffres qui sont annoncés. Ok. Mon billet d'humeur, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, donc le 7 ça se joue pas à 15-7, hein. C'est un vrai sport. On avait discuté lors d'un épisode sur le fait que pour développer le Seven, comme le propose Bernard Laporte, il faut développer un esprit Seven et un jeu à la Seven.
Donc, juste pour rappeler que le Seven, c'est des profils différents, ce n'est pas le même jeu qu'à 15. C'est du surnombre local, moi j'appelle ça du surnombre local, c'est-à-dire qu'un 2 contre 1 dans un périmètre, ça peut suffire à marquer des essais. C'est aussi des profils qui n'existent pas en 15, comme des sprinters, comme des transperceurs, comme des le terme c'est débordeur, enfin j'utilise le terme débordeur qui n'existe pas, mais en gros c'est des personnes qui peuvent éviter par des spécialistes du décalage. Ouais, du décalage et puis surtout du cadrage débordement vraiment extrêmement rapide. C'est des profils très particuliers qu'il faut vraiment identifier, pas du tout comme le 15, c'est-à-dire vraiment des profils qu'il va falloir identifier. Alors, il est clair que ça va commencer à se développer, c'est-à-dire que je pense que les cellules de détection vont commencer à détecter ces profils, mais il va falloir faire vite parce que les prochains Jeux Olympiques arrivent elles-mêmes assez rapidement et il faut que ces joueurs aient le temps de jouer à 7. Voilà, c'était mon billet d'humeur, donc arrêtons de jouer du rugby à 15 à 7, jouons du 7. Allez, on va passer à la dernière séquence, on va passer à ce qu'il faut suivre. Qu'est-ce qu'il faut suivre au niveau rugbystique le week-end prochain. Il va falloir suivre le week-end prochain. Et les 6 nations. Et bien sûr, exclusivement. Non, pas que. Les 6 nations. B. Tu vas voir. Il y a donc les 6 nations, donc les matchs de ce week-end, je vais juste vous les retrouver tout de suite. C'est France-Écosse, le week-end prochain, c'est dimanche à 17h, sur France 2, donc en clair. La veille, il y aura Italie-Irlande à 15h25 et Pays de Galles, Angleterre à 17h50. Et on va voir comment les Gallois vont réagir après leur réveil contre les Italiens. Au rugby à 15, on reprend Pro 12. Pro 12, exactement, voilà. En Celtic League et en Aviva Premiership en Angleterre. Reprise des deux championnats. Donc eux, ils vont faire le doublon. Nous, on fera le doublon après. Donc on fera le doublon la semaine d'après. Donc reprise des matchs de championnat. Alors qu'est-ce qu'il faut suivre lors de ces matchs-là ? Alors moi j'ai pas pointé particulièrement des matchs. Je sais pas si demain tu en as pointé, mais oui, les Glasgow Warriors contre les Scarlets. Et je ne sais plus qui joue à domicile d'ailleurs. Mais ça va être très intéressant puisque ce sont des équipes qui s'affrontent justement dans la zone de vérité, si j'ose dire, les 4 premières places, puisque les 4 premiers jouent les demi-finales ensuite. Très bien. Ensuite, il y a de la Pro D2 également, mais voilà, les matchs du jeudi, etc. Donc il y a un Biarritz-Montauban derrière les fagots qui peut être assez intéressant jeudi soir, mais peut-être que le podcast sera publié après le match. Donc ça sera trop tard pour le voir. Il faut ensuite suivre du rugby à 13 avec notamment la reprise de la Super League, la ligue professionnelle anglaise de rugby à 13 avec les Dragons catalans qui vont reprendre. Encore une fois, 12 équipes comme d'habitude avec une phase régulière et ensuite on dispatche tout ça avec les premiers, le Super 8 et les 4 derniers qui vont affronter les 4 premiers de la division inférieure. Les Dragons vont affronter Warrington samedi. Pour le début du championnat, sachant que le tournoi Destination B a lieu également ce week-end. 715, voilà. Un petit match à suivre, notamment pour la carte postale, Belgique contre la Géorgie. Ah bah tiens, ça tombe plutôt bien. Allez, on va en terminer avec le football américain, puisque c'est la fin du Super Bowl, c'est la fin de la saison en Amérique, mais c'est le début de la saison en France, avec les premiers résultats déjà la semaine dernière, mais la première journée n'est pas terminée, puisqu'il devait y avoir un match entre Nice, les dauphins de Nice, je ne sais plus, bref, et les Falcons de Bron-Villeurbanne. Je confonds toujours avec l'équipe de hockey en fait à Nice, je sais pas trop quoi. Non, c'est les dauphins puisque c'est les aigles en hockey sur glace. Bref, qui devait affronter à domicile les Falcons de Bron-Villeurbanne, promus cette année en division élite en casque de diamant. Et ce sera justement, ça a été reporté à cause des intempéries, ce sera reporté pour ce samedi 11, donc le match entre Nice et les Falcons de Bron-Villeurbanne. Donc ce sera l'occasion la semaine prochaine de faire le détail de cette première journée au complet de ce championnat de France de élite, donc de football américain. Yes! Ainsi s'achève cette émission podcast. Le prochain va clairement se dédier de nouveau aux 6 nations avec un débriefing du match France-Écosse. On espère que la France va gagner, très sincèrement, c'est notre pari. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci Damien. Merci Léo. Merci Ludo. Merci Léo. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous.